Alors, merci aux organisateurs et tout particulièrement à Armand Dericlès de me donner l'occasion de parler un peu de mutualisme dans un exposé qui sera peut-être un peu plus terne que les précédents parce que j'ai choisi non pas de vous proposer les travaux qu'on réalise au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, mais plutôt une espèce de vue générale de ce que la vie à deux, avec des interactions à bénéfice réciproque, peut avoir comme rôle dans l'évolution d'une façon générale. Et quand on pense à ça, il y a un ouvrage qui a été tout à fait marquant au début des années 70, quand on pense à mutualisme, symbiose d'une part et évolution d'autre part, c'est celui de Lynn Margulis, un ouvrage qui a été cité des milliers de fois et qui a marqué le coup en avançant des preuves finalement aujourd'hui non réfutées, que la cellule eucaryote était en fait un consortium symbiotique de micro-organismes. Dans ce livre, il y a une page, une petite phrase assez bizarre que Lynn Margulis ne développe pas dans l'ouvrage, mais qu'elle développe par ailleurs, et elle dit à ce moment de cet ouvrage que le travail de Darwin est, je cite, anthropomorphique et d'un intérêt limité. Alors, ce sont des propos iconoclastes, en particulier cette année. Et le propos de cet exposé est de montrer ce qu'il y a derrière cette idée, et aussi les limites de cette idée, bien sûr, en partant de trois anecdotes, ou de trois observations. Et la première, c'est la définition du végétal, et plus particulièrement la définition de ce qu'est une plante. Bon, une plante, assez intuitivement, je ne parle pas ici de définition phylogénétique ou de définition scientifique, mais intuitivement, c'est un truc dressé et vert. Et ça veut dire quoi, microscopiquement? Ça veut dire que, eh bien, il y a une paroi autour des cellules qui en assure la rigidité, et dans les cellules, il y a du verre qui est plus particulièrement stocké, je vous les montre en microscopie électronique, dans des corpuscules qu'on appelle les chloroplastes. Or, ces chloroplastes, quand on les regarde de près, ils ont une particularité qui est d'être limités par deux membranes absolument continues. Particularité qui évoque ce que Paola montrait à propos des xanthelles de Cnider, l'idée qu'un organisme est maintenu dans une membrane, alors périsymbiotique, ou en tout cas dérivée d'une membrane de phagocytose, qui évoque donc un organisme retenu dans ses cellules. Les plastes seraient donc d'anciennes bactéries vertes, autotrophes, incorporées dans la cellule. C'est d'ailleurs aussi le cas d'une autre partie de la cellule qui a également un rôle énergétique, qui est la mitochondrie, et dont on devine que la membrane limitante est aussi double. Cette idée-là, elle date de la fin du XIXe siècle. Elle date de la fin du XIXe siècle où on considère que finalement les plastes sont peut-être des organismes, des microbes possédant des pigments chlorophylliens qui vivent dans la cellule et s'y multiplient. Pour les mitochondries qui sont découvertes en 1885, assez rapidement on en vient à l'idée que ce sont aussi des bactéries, et c'est ce que écrit ici Paul Porty en 1915, il parle carrément de bactéries symbiotiques dans un grand ouvrage sur les symbiontes. Alors ces idées-là ne sont pas étonnantes dans une science qui à la fin du 19e siècle est très pasteurienne et voit des microbes partout, mais on peut se demander si c'est une bonne idée, une intuition géniale ou une idée complètement vaine. En effet, cette idée va péricliter et va complètement disparaître au début du XXe siècle, disons entre les années 20 et les années 30, sous les réels coups de boutoir que va représenter l'élucidation des fonctions biochimiques de ces organites par Calvin pour le plast, Krebs et d'autres pour les mitochondries, qui vont montrer l'intrication fonctionnelle profonde de ces organites au fonctionnement de la cellule, respectivement dans l'accomplissement des fonctions d'autotrophie par la photosynthèse et des fonctions respiratoires. L'unité fonctionnelle, qui est donc sans doute secondaire, cache la diversité d'origine à ce niveau. Et en plus, toutes les prédictions de type postulat de corps ou de type microbiologie pasteurienne, qui est qu'on va pouvoir cultiver ces microbes et puis les réiniculer des cellules, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à les cultiver et donc on n'arrive pas à vérifier cette implication attendue que ce sont des microbes et des microbes cultivables. Puis petit à petit, un certain nombre d'arguments vont permettre de revenir à cette théorie, la microscopie électronique et les deux membranes que je montrais, et puis aussi un certain nombre d'arguments moléculaires. En effet, on trouve de l'ADN dans les plastes et dans les mitochondries, et cet ADN contient des gènes qui permettent de faire des phylogénies moléculaires. Et si on regarde où se place le maïs dans l'arbre du vivant, avec les deux grands groupes bactériens et les eucaryotes, les gènes nucléaires placent nettement le maïs dans les eucaryotes, pas très loin des animaux, des algues vertes et d'autres choses, tandis que les gènes qu'on trouve dans le plast ou les mitochondries placent ces génomes-là
Au contraire, dans les eubactéries, en particulier pas très loin des cyanobactéries, pour ce qui est des plastes. Donc cette idée que finalement la cellule eucaryote est composite, elle renaît à la fin du XXe siècle, et finalement on peut dire que la meilleure image de la cellule eucaryote, c'est chimère, organisme mélangeant différentes espèces dans une structure unique, chimère qui très longtemps était un terme qui a très longtemps été désigné pour des choses qui n'existent pas, alors que nous sommes tous, et les plantes en particulier, sont des chimères, c'est-à-dire des mélanges de différentes lignées. Une cellule végétale, c'est aussi une paroi. Et là, il faut réfléchir 2 secondes à ce que représente cette paroi. C'est clairement pas quelque chose que pouvaient avoir les ancêtres de cette cellule qui ont incorporé des plastes, sinon les bactéries à l'origine de ces plastes n'y seraient jamais rentrées. Alors voilà une image d'organisme actuel qui représente sans doute l'équivalent écologique de ce qu'ont été les ancêtres des végétaux à plastes. Ce sont des organismes, ici des amibes, qui phagocytent dans le milieu un certain nombre de... Ici, ce sont des ciliés, donc des paramécies, qui phagocytent dans le milieu des algues. On les voit ici à l'intérieur. On va voir cette phagocytose se produire, et on sent bien qu'effectivement, s'il y a une paroi, c'est un obstacle irrémédiable à l'incorporation de ces algues, qui dans ce cas-là sont digérées, mais ça, c'est le substrat évolutif pour apprendre à élever, plutôt qu'à digérer, des cellules algales. Vous remarquez au passage que non seulement il faut... on ne peut pas avoir de paroi pour que ça rentre, mais en même temps, des fois, on mange des choses qui ont des formes assez bizarres, et dont la digestibilité, d'ailleurs, doit être assez douloureuse par moment, mais il exclut d'avoir une paroi. Par contre, dès lors que l'on élève à domicile sa source de nourriture, là, la paroi devient simplement bénéfique, alors qu'elle était interdite avant. Protection contre les stress osmotiques ou les stress mécaniques, elle va être rapidement sélectionnée, et ceci dans toutes les lignées photosynthétiques. Sélectionnée, donc, secondairement. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les gènes de cellulose synthase qui synthétisent, dont les protéines qu'ils codent synthétisent la cellulose de la paroi, sont en fait des gènes de cellulose synthase venus des plastes qui sont passés dans le noyau et qui s'expriment maintenant pour faire la paroi. C'est en fait la paroi des bactéries internalisées qui est réutilisée autour de la cellule. Donc non seulement la paroi a été permise par la symbiose, elle a été autorisée par la symbiose, mais elle a été faite avec des briques évolutives qui viennent de l'ancienne paroi des organismes incorporés. Bon, donc finalement, derrière la paroi et les plastes, derrière ce que nous, ce port dressé, cette couleur, on appelle un végétal, s'expriment surtout des propriétés, ou largement des propriétés, issues du ou autorisées par le microbe incorporé dans les cellules. Alors revenons aux propos de Lynn Margulis. Il est évident, quand on voit qu'un certain nombre d'organismes, et nous qui possédons des mitochondries en sommes aussi, sont le mélange de 2 lignées, il est évident qu'on a un petit peu de mal à voir seulement le monde à travers le prisme d'une évolution divergente. Évolution divergente qui est présente dans tous les arbres que je vais montrer. Moi aussi, je montre de l'évolution divergente, je ne fais pas exception à ça, elle existe réellement. Mais quand on voit toutes ces représentations ici, issues donc du livre de Darwin et de ses cahiers personnels, il manque aussi l'anastomose entre 2 lignées. Anastomose qui est présente dans nos cellules et dans les cellules végétales. Alors, ça ne revient pas à dire que cette représentation n'est pas exacte, mais il y a une autre dimension qu'on peut vouloir y rajouter, et c'est celle-là que pointait du doigt Lynn Margulis. Et finalement, quand on dit « regardez la position du maïs », ici, il y a un truc bizarre. Le maïs, il est là, mais il est là et là, parce qu'on ne pense pas à faire des espèces séparées, des mitochondries ou des plastes du maïs. Ce qui fait que l'idéal serait d'avoir une branche qui parte de là, qui rejoigne une autre qui part de là, une autre qui part de là, une sorte d'anastomose, quoi, et de mettre le maïs à la convergence de toutes ces branches. Ce que cette représentation sous forme d'arbre ne permet pas trop de faire. Donc ce n'est pas pour dire que les arbres sont de mauvaises choses, mais le réel cache autre chose que ce que les arbres peuvent représenter aussi. Voilà, alors pour ceux qui diraient que tout ça est quand même relativement peu fréquent dans l'évolution, les plastes, les mitochondries, j'insiste sans le détailler sur le fait que les insectes qui sont prodigieusement diversifiés, on le voyait hier dans une diapositive, eh bien chacun ont 1 à 5, 6 symbiotes bactériens différents qui vivent au fond de leurs cellules et qui assurent leur adaptation et donc leur diversification écologique. Un peu de pollinisation maintenant. Alors la pollinisation, c'est quelque chose qui a intéressé Darwin, qui s'est intéressé donc à la fécondation dans le monde végétal et puis aussi à la pollinisation des orchidées.
Ces travaux sur la pollinisation nous suggèrent effectivement une interaction à bénéfice réciproque, où l'un des partenaires, l'insecte, se nourrit et transporte réciproquement le pollen de l'autre partenaire, avec tout un tas d'adaptations, comme chez la sauge par exemple, un basculement de l'étamine quand l'insecte, ici c'est un crayon pour les besoins de la démonstration, mais quand l'insecte va chercher le nectar au fond, un basculement des étamines qui permet de polliniser, enfin de déposer du pollen sur le dos de l'insecte. On va voir ça ici sous forme de film. Vous voyez que quand l'insecte rentre, les étamines viennent lui tartiner l'abdomen. Chez des fleurs plus âgées, le pistil a poussé et vient au contraire caresser l'abdomen quand l'insecte butine. Cette coadaptation peut faire penser à quelque chose de tout à fait optimal, mais on voit bien quand même qu'il y a un coût derrière ça. Le coût de la production de nectar par la plante, puis le coût du déplacement du pollen, qui est peut-être plus incertain pour l'insecte. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut se poser la question de savoir ce qui stabilise une telle interaction, parce que l'insecte n'a finalement aucun intérêt à déplacer le pollen, il se nourrira quand même s'il prélève le nectar sans plus, et la plante pourrait bien vouloir économiser le coût du nectar. Ce n'est pas une vue de l'esprit, cette idée que l'un des partenaires peut se servir sans l'autre, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je vais tout de suite vous montrer un petit bout de film sur des orchidées qui leurrent les insectes pour leur faire transporter le pollen. Vous connaissez sans doute les ophrys, qui sont des leurres sexuelles et qui font accroire à des mâles d'espèces d'hyménoptères qu'elle a une femelle. Alors le mâle s'accouple, il y a même des éjaculations dans certaines espèces, et dans cette interaction, il va finir par décrocher les masses de pollen qui se trouvent ici et les entraîner vers une autre plante. Ici, du point de vue de l'insecte, il n'y a pas eu de réciprocité. Alors l'existence d'organismes qui, dans une interaction, utilisent le bénéfice de l'interaction, sans payer le coût de la coopération, est très déstructurante pour la symbiose. Ces organismes qu'on va pouvoir appeler des tricheurs vont pouvoir obtenir des ressources du partenaire et tout engager dans leur reproduction, alors que ceux qui sont altruistes, au contraire, divertissent une partie de leurs ressources vers la coopération, c'est-à-dire vers le service au partenaire. Si vous faites coexister des organismes comme ça, il n'y a aucun doute qu'à terme, l'investissement productif étant plus fort chez les tricheurs vont dominer, et même si ça doit détruire tout le système, tant qu'il y aura un peu de ressources ici, et tant qu'il y aura ces deux trucs-là en coexistence, c'est ceux-là qui se reproduiront le plus. L'issue soit-elle fatale. Et d'ailleurs, Darwin l'avait dit dans l'origine des espèces, une espèce ne peut pas être sélectionnée, modifiée, seulement pour le bien d'une autre espèce, parce que ce qui est sélectionné, c'est d'avoir le plus de descendants possible, c'est tout. Et c'est pas en aidant les autres qu'on en a nécessairement plus. Alors, en fait, on a quand même pas mal d'exemples de symbiose mutualiste, on a pas mal d'exemples de bénéfices réciproques dans une interaction, il faut comprendre comment ça se stabilise. Et il y a de ce point de vue-là un modèle qui a livré des clés de compréhension tout à fait intéressantes, qui est le modèle de la symbiose entre le yucca et un petit papillon pollinisateur, qui est le pollinisateur obligatoire des yuccas, du genre Tegeticula. Dans cette interaction, le Tegeticula pollinise la fleur, puis pond des larves qui vont manger une partie, mais une partie seulement, des graines produites, permettant donc à la fois la formation de graines et la formation de larves. Le yucca donc élève à la fois des graines et des larves. Vous avez ici la femelle qui est en train de polliniser, de déposer du pollen, puis qui est en train de descendre à la base de l'ovaire pour pondre des œufs. Voilà comment le Tegeticula assure la pollinisation. Alors, il est d'autant plus obligé de réaliser cette pollinisation que chez le yucca, les fleurs âgées sont mâles et les fleurs jeunes sont femelles. Donc, il n'y a pas d'autopollinisation possible. Et il faut donc qu'une femelle passe d'abord sur une fleur âgée, fasse provision de pollen, puis arrive sur une fleur jeune où elle va à la fois déposer le pollen qui permettra la formation de graines, et puis des œufs au niveau du fruit. Décrit comme ça, le fonctionnement est mutualiste. Mais il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre qu'il y a plein de façons pour un Tegeticula de ne pas être mutualiste. Une première façon, c'est d'aller sur une fleur où une autre femelle a déjà posé du pollen et de pondre des œufs sans amener plus de pollen en augmentant la charge parasitaire ou en tout cas la perte de graines. On peut aussi imaginer un comportement de ponte où la femelle va pondre suffisamment de larves pour manger toutes les graines. Et à ce moment-là, le yucca n'élèvera plus que des larves. Dans tous les cas de tricherie, vous voyez qu'il y a plus de larves par fruit. Or, une particularité remarquable du yucca,
c'est que même s'il y a beaucoup de fleurs, c'est des colonnes fleuries qu'on aime à planter dans nos jardins, il y a en réalité assez peu de fruits. Et si on regarde le taux de transformation des fleurs en fruits en fonction du nombre d'œufs pondus, c'est facile à voir parce que ça laisse des cicatrices sur le verre. Donc on peut voir le nombre de pontes, et puis on peut regarder pour chaque nombre de pontes quelle est la probabilité qu'une fleur devienne un fruit. On voit que cette probabilité ne dépasse jamais 15%. C'est ce que je vous disais, de toute façon, il y a énormément de fleurs qui ne deviennent pas des fruits. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que quand le nombre d'œufs pondus est élevé, la probabilité est de 0. Ce qui fait que l'insecte, croyant être rusé, qui a pondu une douzaine d'œufs dans un œuf vert, aura 0 descendant, alors que celui qui a l'air un peu moins malin, parce qu'il pond moins d'œufs qui en pond par exemple 3, il y a une probabilité de descendance de 14%, ça lui fait 0,42 descendants. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que 0. Alors, ce qui est assez intéressant, là, c'est le concept qui se cache derrière, qui est celui de sanction. Le yucca, en fait, trie les fleurs et sanctionne tous les comportements de ponte qui donneraient des fruits trop fortement parasités. Sanction qui a un coût. En effet, c'est le coût de toutes ces fleurs que le yucca produit et qui ne donneront pas de fruits. La sanction, ce n'est pas gratuit, c'est un coût supplémentaire de la symbiose, mais qui permet de trier les partenaires bénéfiques. Alors, on disait donc que théoriquement, les tricheurs devaient envahir le monde parce que leur effort reproductif est plus important. La réalité, c'est qu'ils ont beau mettre 100% de ce qu'ils recueillent dans leur reproduction, ils recueillent moins, et au total, si le système sanctionne bien, ils se reproduiront donc moins que les altruistes. Alors vous allez me dire, c'est la parade idéale, ça? Ben non. En tout cas, ça a sélectionné des choses du côté des Tegeticula, c'est qu'aujourd'hui, quand on propose à une femelle, dans un test de choix, des fleurs non visitées et des fleurs déjà visitées, les femelles préfèrent significativement les fleurs non visitées. Et donc, il est évident que toute femelle ayant un comportement de ponte altruiste et parcimonieux aura une meilleure descendance. Donc, on voit que la sanction a sélectionné des traits sur le Tegeticula. Mais pas toujours. Ça, c'est le cas idéal où on voit que l'un des partenaires va sélectionner le mutualisme de l'autre. Il y a des Tegeticula qui ont mal tourné, d'un point de vue du yucca, et quand on regarde une phylogénie des Tegeticula, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de clades qui sont parasites. Alors comment ils font? C'est très simple. Ils pondent dans un fruit qui commence son développement, à un moment où la plante a déjà trié les fleurs qu'elle élimine et où le fruit ira à développement. Donc ce sont des parasites tardifs. Et vous voyez que toute stratégie peut bien sûr sélectionner du mutualisme chez le partenaire, mais aussi sélectionner des stratégies qui contournent ça et qui recréent un autre type de tricherie. Donc c'est des parades partielles, mais pas complètes. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que derrière l'interaction de pollinisation, ce n'est pas toujours optimal. Et quand on revient un petit peu sur l'exemple de la sauge, on se dit, oh là là, mais c'est vrai qu'il a tout un tas dans cette morphologie de fleurs, tout un tas de paramètres qui vont contraindre l'insecte à coopérer. D'abord, l'insecte, il n'est pas venu pour prendre du pollen, mais il en prendra de toute façon, grâce à ce dispositif. D'autre part, il pourrait aussi, cet insecte, aller chercher le nectar directement sans passer par cette case, la case pollinisation. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que les sépales et les pétales sont soudés. Et cette soudure qui a émergé plusieurs fois dans l'évolution des fleurs peut bien être vue comme un dispositif contraignant la coopération chez le partenaire. Mais là encore, même si effectivement ça fait que la plupart des partenaires vont entrer là où il faut en subissant ce qu'il faut, il y a des partenaires, il y a des stratégies tricheuses qui peuvent quand même être sélectionnées. Par exemple, cet insecte ici à longue pièce buccale qui peut très bien aller chercher le nectar sans actionner le dispositif de basculement des étamines, ou pire, cet autre insecte ici, ce coléoptère, qui fait un trou carrément dans la corolle pour aller prélever le nectar. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, ces interactions vont constamment sélectionner d'un partenaire sur l'autre, c'est la coévolution, vont constamment sélectionner d'un partenaire sur l'autre des traits nouveaux, éventuellement des traits qui vont permettre de contourner la sanction ou de contourner les dispositifs contraignant le mutualisme, éventuellement aussi sélectionner des traits plus propices au mutualisme. Un mot de domestication pour terminer. Et j'ai choisi la domestication parce que la domestication a fortement intéressé Darwin. Elle l'a intéressé non seulement parce que c'est le premier chapitre entier de l'origine des espèces qui est consacré aux espèces domestiquées, mais aussi parce que, un peu plus tard,
en 1868, si ma lecture est bonne, il va publier deux volumes sur les plantes et les animaux domestiqués. C'est vrai que c'est des exemples d'évolution fabuleux. Et pour revenir au maïs dont on parlait tout à l'heure, le maïs par rapport à la théosinte qui constitue le stock sauvage, il y a une transformation drastique. Vous voyez ici, les épis sont tout à fait différents. Pour résumer ces modifications, on a notamment des modifications de l'architecture avec un maïs qui est bien moins ramifié que la théosinte, et en fait dont tout l'effort de construction de l'organisme est porté vers des épis qui sont donc plus gros, beaucoup moins de parties végétatives, plus d'épis. Or, c'est ça qu'on mange, effectivement, c'est ça qu'on récolte. Des épis constitués de grains énormes et complètement absurdes. D'abord, ils ne sont pas protégés, ils sont nus, alors que chez la théosinte, il y a un emballage scarieux extrêmement dur qui va permettre d'ailleurs aux grains de maïs consommés par des animaux, notamment des oiseaux, de passer le tube digestif sans être digérés, alors que sur le grain de maïs, il n'y a aucune protection. Deuxièmement, les grains de la théosinte, ils tombent très facilement par terre, ce qui est la moindre des choses pour être disséminé, alors que le maïs est un monstre de ce point de vue-là. Les graines ne tombent pas, ce qui est un non-sens pour la dissémination. Mais ces grains non protégés, et qui ne tombent pas, sont disséminés par l'homme. Et on voit bien que l'homme a sélectionné ici des traits qui lui sont avantageux et qui permettent à ce maïs de se reproduire dans le cadre de la présence de l'homme. Donc là, on sent bien la pression de sélection exercée par l'homme et la coévolution finalement du maïs avec l'homme. Elle est moléculairement marquée, cette évolution. Par exemple, dans le gène là, qui permet l'absence de ramification et la dominance apicale chez le maïs par rapport à la théosinte, ou des gènes qui sont impliqués, enfin, ce gène-là est impliqué dans le stockage d'acides aminés et de protéines dans le grain, alors que chez la théosinte, il y a beaucoup d'allèles différents à l'heure actuelle. Chez le maïs, pour ces deux gènes, on n'a pratiquement qu'un seul allèle qui est présent, et qui était déjà présent, vous voyez, à 2000 avant le présent ou 2700 avant le présent, dans des maïs subfossiles. Donc on voit très bien, effectivement, sur le génome du maïs, l'effet de la sélection par l'homme. On le voit aussi d'ailleurs sur des zones non codantes, comme par exemple des espaceurs de l'ADN plastidial, où il y a beaucoup moins de diversité chez les espèces cultivées, notamment chez le maïs cultivé, que chez les espèces sauvages, simplement parce que, alors là c'est des effets qui ne sont pas des effets de sélection directement, mais qui résultent du fait que l'homme a régulièrement sous-échantillonné en domestiquant, puis dans les souches domestiques, en sélectionnant les individus les plus intéressants. Donc on a le génome ici, chez les plantes cultivées, qui porte fortement la marque de la sélection et de la coévolution. Mais si c'est un mutualisme, alors on est deux. On est deux à évoluer là-dedans. Alors, souvent, quand on lit les compositions des aliments, on voit, notamment, alors là, c'est du jambon, c'est un peu inattendu, mais on nous dit, dérivés de fruits à coque et céréales contenant du gluten. Et là, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens, les malheureux, qui ne supportent pas le gluten. Mais réfléchissons à ça. Avant le passage à une alimentation où dominent les céréales, étions-nous sélectionnés pour tolérer le gluten ? Ce qu'on voit aujourd'hui comme une maladie est sans doute quelque chose qui était relativement neutre dans une alimentation de chasseurs-cueilleurs. Et aujourd'hui, on a été sans doute sélectionné pour être plutôt tolérant au gluten. Alors, il y a encore des gens qui passent entre les gouttes, c'est sûr, mais il y a des formes de sélection qui sont encore plus nettes et plus fortes. Et là, je vais en fait reprendre des choses qui ont déjà été évoquées par Evelyne hier, notamment quand on consomme des céréales, que ce soit du riz en Chine, du maïs en Amérique centrale en particulier, ou du blé en Europe, il faut avoir des amylases pour le digérer. Or, une chose connue, notamment au niveau des amylases salivaires, est que plus on a de copies du gène d'amylase, qui est un nombre de copies variables dans le génome, plus on produit d'amylase dans la salive. Or, avoir beaucoup d'amylase dans la salive, c'est important parce que ça aide à digérer l'amidon, mais cette digestion va cesser dès que la protéine va arriver dans l'estomac, où le pH n'est plus propice à cette digestion. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'amylase dans la salive pour digérer. Donc ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de copies. Or, chez les primates en général, il y a une copie par chromosome. Voilà ici une sonde hybridant l'amylase salivaire chez le chimpanzé. Chez l'homme, il y en a souvent un petit peu plus. Il y en a un petit peu plus, et il y en a surtout plus dans les peuplades. Vous avez ici des histogrammes de fréquences cumulées. Il y en a plutôt plus chez les peuplades qui ont une alimentation riche en amidon, c'est-à-dire que la courbe de fréquence cumulée est décalée vers la droite,
que chez des populations qui ont une alimentation pauvre en amidon, ici en rouge, comme les Blaka, vous avez un exemple ici d'individus Blaka avec 3 copies et 3 copies, qui, eux, donc, ont une vie de chasseur-cueilleur et consomment assez peu de céréales. Vous voyez donc qu'on a sélectionné des hauts niveaux de duplication des gènes d'amylase dans les populations qui consomment des céréales. Alors les céréales, c'était une bonne idée pour manger, sous réserve qu'on puisse les digérer, mais ça a posé des problèmes qui sont doubles, ou plutôt d'une grande espèce, des carences liées au fait que des vitamines comme les vitamines A, D, E et K sont absents de ces aliments, puis aussi des problèmes tout simplement d'alimentation minérale. Non qu'il n'y ait pas de sels minéraux dans les céréales, mais qu'il y a aussi des phytases qui retiennent activement dans le tube digestif ces sels minéraux et les rendent en fait inconsommables. Vous savez, c'est vrai aussi pour les épinards sont riches en fer, mais ce fer n'est pas assimilable. Et donc, vous avez beau manger des sels minéraux par ailleurs, si vous mangez des céréales, surtout peu sélectionnées, vous ne les assimilez pas. Ces carences vitaminiques ou de sels minéraux peuvent être contournées de différentes façons, et une des façons dont ça a été contourné, c'est la domestication ultérieure du bétail pour le lait. Mais le lait, Evelyne Ayer l'évoquait hier, les adultes ne le digèrent pas. Plus exactement, ils n'en digèrent pas les lactoses qui fermentent dans l'estomac, donnant de l'acide lactique qui provoque des diarrhées. Donc, boire du lait en grande quantité, c'est s'exposer à se déshydrater. Or, il existe effectivement un certain nombre de peuplades qui ont de fortes tolérances à l'âge adulte au lactose, mais c'est toujours des peuplades, comme les Suédois, les Français ou les Béjas, qui sont des agropastoraux du Soudan qui élèvent du bétail pour faire du lait, toujours des peuplades qui vivent près des vaches, près de troupeaux qu'ils élèvent notamment pour faire du lait. Ailleurs, je crois que les Amérindiens sont le meilleur exemple, mais les Chinois sont pas mal non plus, il y a éventuellement par hasard des individus tolérants au lactose, mais ils sont présents en moins grand nombre. Ce qui est magnifique, c'est qu'on a pu typer dans les différentes peuplades d'Europe ou d'Afrique, on a pu déterminer quelle mutation était responsable de cette tolérance au lactose. Ce sont des mutations dans les promoteurs de la lactase qui assurent une expression à l'âge adulte, et selon les endroits, en Europe, on a 2 mutations, ensemble ou séparément, au Soudan, c'en est une autre, au Kenya, une 4e, en Tanzanie, une 5e. Selon les peuplades, ce ne sont pas les mêmes mutations. Donc on voit bien la sélection ici d'événements de mutation qui se sont sans doute produits indépendamment. Au-delà d'une belle évolution convergente, ça montre que nous n'échappons pas à cette interaction perpétuelle avec les organismes que nous avons recrutés comme mutualisme, et que la coévolution et l'adaptation locale existent bien chez l'homme. Donc Lynn Margulis était sans doute un peu excessive en rejetant en bloc tout Darwin, mais ce qu'elle suggérait, c'est que le mutualisme crée des nouveaux niveaux de sélection, des nouvelles entités soumises à sélection, et les 2 derniers exemples que j'ai montrés montrent que le mutualisme pousse à une perpétuelle évolution à laquelle l'homme n'échappe pas, et donc, en conclusion, et ceci se voit dans des choses qui nous entourent réellement, on voit bien que le mutualisme est vraiment un moteur de l'évolution. Merci Marc-André. Juste une question avant la pause, vu que le temps a été consommé quasiment. Oui. Alors j'ai une question un peu impertinente. Est-ce que tu nous recommandes un régime alimentaire massivement carnivore, ou quelles sont tes recommandations en termes alimentaires pour nous? Alors, il faudrait que tu me montres tes gènes avant que je te réponde. Si tes lactases sont OK, il n'y a pas de problème, bois du lait. Bon, je pense qu'il y a quelque chose d'important derrière cette question. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on mange de plus en plus des aliments exotiques, comme du soja par exemple. Mais nous n'avons jamais été sélectionnés pour manger du soja. Alors qu'est-ce que ça peut nous faire, le soja? Vous savez, il y a tous ces rapports un peu contradictoires où on dit que le soja augmente les cancers, d'autres au contraire protègent du cancer. J'aimerais bien voir les cohortes qui font ça. Je suis sûr que les Asiatiques ne réagissent pas au soja comme nous. Donc la recommandation, c'est de manger ce à quoi on est adapté. Et alors là, il faut aller voir le génome, ça ne se fait pas encore en routine.